Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace? Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre, les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmidt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la Terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone, une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique.
Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais. Des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices, et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent moins que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelée technosignature, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius. Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmitt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmitt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie, mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire à ce qui aurait pu se produire sur notre propre planète il y a très longtemps. Même nous n'avons aucune preuve. Nous ne devrions pas écarter cette possibilité. N'oublions pas que l'humanité a mis du temps à identifier les dinosaures. Les Siluriens attendent peut-être patiemment leur heure. Les chercheurs ont récemment mis au jour une nouvelle statue sur l'île de Pâques, nichée au cœur du cratère d'un ancien volcan. Ils étaient pourtant convaincus d'avoir déjà recensé l'ensemble des Moai, ces emblématiques colosses de pierre. Cette découverte remet en question nos connaissances à leur sujet. Tout d'abord, les Moai apparaissent rarement de façon isolée. Il est donc possible que d'autres spécimens soient dissimulés dans les environs. Ensuite, il s'agit du tout premier Moai découvert au fond d'un lac asséché. Les scientifiques œuvraient à la restauration des zones humides dans le cratère volcanique lorsqu'ils sont tombés sur la statue. Le plan d'eau avait commencé à se résorber en 2018. Durant 2 à 3 siècles au minimum,
le lac présentait une profondeur avoisinant les 3 mètres, ce qui rend toute intervention humaine à son fond hautement improbable. Les experts estiment que les Moai remontent à plus de 5 siècles. Il est donc plausible que le peuple Rapa Nui ait transporté cette statue en ce lieu à une époque où le bassin était complètement asséché. La statue récemment exhumée mesure environ 1,50 m de haut, ce qui demeure modeste comparé à la majorité des sculptures présentes sur l'île. Elle se distingue néanmoins par sa forme complète et ses traits nettement définis. Les chercheurs prévoient d'effectuer une datation au radiocarbone afin d'en préciser l'ancienneté. À la demande des anciens de la communauté Rapa Nui, ils n'envisagent pas de déplacer la statue de son emplacement d'origine. Les statues Moai ont longtemps suscité la perplexité des chercheurs. Si l'on savait qu'elles furent érigées en l'honneur des chefs de l'île, nul n'était en mesure d'expliquer pourquoi ces sites précis avaient été retenus pour leur implantation. La majorité d'entre elles ont été retrouvées sur les rivages de l'île. Des chercheurs de l'université new-yorkaise de Binghamton ont entrepris d'étudier de plus près les emplacements des statues et ont découvert qu'ils étaient liés à la présence d'eau. L'île de Pâques, constituée de sols volcaniques poreux, absorbe aisément la pluie. En conséquence, elle ne dispose ni de rivières abondantes ni de sources suffisantes. Il y a plusieurs siècles, les habitants dépendaient de l'écoulement des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. L'eau retenue en profondeur dans les strates rocheuses ou sédimentaires, appelées aquifères, finit par remonter jusqu'à la surface. Lorsqu'elle émerge à proximité du littoral, elle se mêle à l'eau salée de la mer, mais le taux de salinité reste suffisamment bas pour que l'eau demeure consommable. Les insulaires la recueillaient directement au point d'émergence. C'est vraisemblablement pour cette raison que les Moai furent édifiés en bord de mer, à proximité immédiate de cette précieuse ressource. Les troncs des statues sont généralement taillés dans du tuf volcanique, extrait d'une carrière locale, située dans un ancien cratère. Si cette roche se prête aisément à la sculpture, elle demeure difficile à transporter. C'est sans doute pour cela que l'on a découvert plus de 300 Moai inachevés dans la carrière même. Les autres sont répartis sur l'île, tournés vers les anciens villages. Les sculpteurs auraient commencé par tailler les statues à plat, allongées sur le dos. Ensuite, ils les détachèrent de la roche, les faisaient glisser en contrebas, puis les redressaient afin d'achever les finitions. Une fois le travail terminé, il ne restait plus qu'à acheminer la statue jusqu'à sa plateforme. Il s'agissait alors de transporter, sans véhicule ni technologie moderne, des statues pesant près de la moitié du poids d'une maison de plain-pied, sur une distance de 5 km. Les insulaires ont dû mettre au point un procédé de transport inédit. Des chercheurs ont tenté de le reproduire, en charriant des répliques de Moai sur des traîneaux de bois. On a supposé que des palmiers avaient pu être employés à cette fin, mais cette hypothèse a été écartée. L'expérience la plus concluante à ce jour consiste à utiliser des cordes pour faire osciller la statue verticalement sur le chemin. Cette théorie semble plausible, car selon les légendes Rapa Nui, les Moai auraient marché depuis la carrière jusqu'à leur emplacement. Bien entendu, il leur fallait des routes adéquates pour acheminer les statues. Au début du XXe siècle, la chercheuse Catherine Routledge a mis au jour un réseau de voies vieilles de 8 siècles, large d'environ 5 mètres, rayonnant depuis la carrière. Selon elle, ces chemins répondaient davantage à une fonction rituelle qu'à un usage purement pratique. Comme elle n'était pas encore une figure reconnue de la science, sa théorie fut largement négligée. Plusieurs décennies plus tard, Thor Heyerdahl, aventurier et archéologue norvégien de renom, publia une hypothèse selon laquelle ces routes servaient exclusivement au transport des Moai. Certaines statues auraient, selon lui, été abandonnées en chemin sans explication évidente. Cependant, en 2010, des chercheurs ont révélé que les Moai parvenaient bien à leur emplacement final, car ils étaient installés sur des plateformes dissimulées. Le sol des routes, en forme de U, ne facilitait guère le déplacement de statues aussi massives. Aujourd'hui encore, on peut observer quelques kilomètres de ces voies, visibles depuis l'espace. On croyait autrefois que les Rapa Nui avaient détruit leur propre habitat, précipitant l'effondrement de leur civilisation. Mais une étude récente, fondée sur l'analyse par télédétection et l'intelligence artificielle, affirme au contraire que la population est demeurée stable et modérée au fil des siècles. Les insulaires auraient en effet su s'adapter aux contraintes de leur environnement, maintenant une démographie équilibrée. Parmi les indices appuyant cette vision, d'ingénieux jardins de pierre, témoignage d'une agriculture maîtrisée. Rapa Nui, aussi appelée l'île de Pâques, est l'un des lieux habités les plus reculés du globe. Baignée par le Pacifique, elle se situe à plus de 3500 km du Chili central et à plus de 4000 km de la Polynésie française.
d'une superficie de 163 km². Elle est constituée exclusivement de roches volcaniques. Ces volcans étant éteints depuis longtemps, le sol a perdu la plupart des éléments fertiles jadis apportés par les coulées de lave. Le climat y est également plus aride que sur les îles tropicales, et ces fonds marins profonds compliquaient la pêche, faute de récifs ou de lagons peu profonds. Pour subsister, les Rapa Nui ont donc mis au point une technique agricole ingénieuse, le jardinage lithique. Ils dispersaient des pierres de tailles diverses sur le sol, pour y cultiver notamment le taro et la patate douce. Les roches servaient à protéger les plantes des vents violents et de l'air salin, tout en régulant la température du sol. Elles relâchaient aussi lentement des minéraux, enrichissant progressivement le sol. Quelques habitants utilisent encore de tels potagers, bien que leur rendement soit très modeste. Des méthodes semblables ont été employées dans des régions peu hospitalières, comme la Nouvelle-Zélande, les Canaries ou le sud-ouest des États-Unis. Tandis que les chercheurs élucident les mystères de l'île de Pâques, celle-ci leur livre de nouvelles clés sur le fonctionnement du manteau terrestre. Longtemps, on a cru que ce dernier se déplaçait lentement, tel un tapis roulant, emportant les plaques tectoniques. Or, une récente étude menée par des géologues cubains, colombiens et néerlandais remet cette hypothèse en cause. Ils ont eu recours à la datation par zircon, une méthode analysant de minuscules cristaux formés lors du refroidissement du magma. Ces zircons contiennent de l'uranium qui, avec le temps, se transforme en plomb. En mesurant cette évolution, les scientifiques ont été en mesure de dater les cristaux, et ont été stupéfaits de découvrir que certains étaient anciens de près de 165 millions d'années. L'île pourtant n'a que 2,5 millions d'années. Les chercheurs en ont conclu que ces zircons provenaient du manteau profond, remontés à la surface par du magma lors d'anciennes éruptions. Les volcans de Rapa Nui appartiennent à une catégorie dite des points chauds, créés par des panaches de roches brûlantes, s'élevant des profondeurs terrestres. En principe, ces panaches demeurent stationnaires pendant que la croûte terrestre glisse au-dessus, engendrant des chaînes volcaniques comme celle d'Hawaï. Mais la présence de ces zircons anciens sur une île récente suggère une dynamique plus complexe en profondeur. Il y a 165 millions d'années, un vaste plateau volcanique occupait l'actuelle position de Rapa Nui. Ce plateau a sombré sous l'Antarctique il y a 110 millions d'années, emporté par la subduction tectonique. Toutefois, les zircons sont restés en place, contredisant l'idée d'un manteau fluide agissant comme un tapis roulant. Cela indique que le manteau, à proximité des panaches de points chauds, est bien plus stable qu'on ne l'imaginait auparavant. Une telle révélation pourrait profondément transformer notre vision de la tectonique des plaques et des mouvements internes de notre planète au fil du temps. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins,
Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmidt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmidt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres.
et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant. Vous vous promenez dans la rue. Vous apercevez une boutique d'antiquités au l'aspect étrange et appelée « Les trésors intemporels de Monsieur Sympa ». Vous êtes curieux, alors vous y entrez. Vous regardez toutes ces choses bizarres. Soudain, un vieux rouleau de parchemin attire votre attention. C'est une carte du monde. Mais quelque chose ne va pas. Au lieu de montrer les pays tels que vous les connaissez, elle indique l'emplacement de civilisations mythiques perdues et de leur monde. Monsieur Sympa, le propriétaire de la boutique, arrive à vos côtés après avoir réalisé votre trouble. Cette carte ne vous permettra sûrement pas de retrouver ces lieux, mais je peux vous raconter les légendes qui les entourent si vous le souhaitez, déclare-t-il. Permettez-moi de commencer par l'Atlantide. Vous pourriez la connaître comme étant le royaume sous-marin d'Aquaman, mais en réalité, l'île fictive de l'Atlantide a été introduite pour la première fois dans 2 des œuvres de Platon. D'après lui, Atlantis était une civilisation hautement avancée et qui aurait existé environ 9000 ans avant son propre temps. Son histoire aurait été transmise par les poètes, philosophes et autres dramaturges. Platon a écrit au sujet de l'Atlantide et de ses habitants, afin d'illustrer une morale, et pour mettre en garde contre les dangers de l'arrogance ainsi que la chute inévitable de ceux qui cherchent à accumuler trop de pouvoir. Dans ces dialogues, Platon décrivait l'Atlantide comme un grand et puissant empire, craint et respecté dans toutes les parties du monde. Elle avait été fondée par des êtres qui étaient mi-humains et mi-divins, et elle est très rapidement devenue une puissance navale de premier ordre. L'île regorgeant d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, cela a très certainement aidé leur cause. Mais en plus de cela, elle était également connue pour son architecture, à couper le souffle, et sa technologie à nul autre égale, ainsi que pour ses innombrables animaux, rares et exotiques. Les Atlantes étaient fiers de leurs prodigieux accomplissements et de la perfection atteinte par leur civilisation. Mais cet excès d'orgueil allait causer leur perte. Ils se pensaient tellement supérieurs qu'ils auraient pu prendre le contrôle de n'importe quelle nation. Cela les a amenés à conduire une série d'invasions. Ils ont ainsi conquis de nombreuses terres de la Méditerranée. Mais lorsque le moment est venu d'entrer dans Athènes, les Athéniens les ont repoussés avec une force extraordinaire, de sorte que les Atlantes ont finalement été défaits. Platon affirmait que les dieux se sont alors mis en colère contre les Atlantes en raison de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur manque de morale, si bien qu'elles les ont punis en déclenchant des tremblements de terre qui ont fait sombrer l'Atlantide sous les flots. Bien que les premières traces écrites de l'Atlantide soient les œuvres de Platon, certaines personnes croient toujours que son histoire est basée sur des faits concrets
et ont essayé d'identifier l'île de l'Atlantide sur la base de pays réels. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être située en Méditerranée, près des côtes espagnoles ou italiennes. D'autres encore pensaient qu'elle aurait pu se trouver dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais il n'existait aucune preuve tangible permettant d'étayer ces affirmations. Une théorie en particulier a semblé plus plausible que toutes les autres. Située dans la mer Égée, l'île de Santorini était le foyer d'une culture minoenne très avancée. Cependant, en raison d'une énorme éruption volcanique, cette société avait été détruite il y a environ 3600 ans, provoquant la disparition soudaine de la civilisation minoenne. Cette similitude entre les Atlantes fictifs et les Minoens historiques ont fait de Santorin la parfaite candidate pour toutes ces spéculations. Pourtant, quelques incohérences majeures persistaient, comme le fait que le moment où Platon replace la destruction de l'Atlantide ne coïncide pas du tout avec celui de l'éruption de Santorin. Ainsi, l'Atlantide continue de n'être considérée comme rien de plus qu'une légende populaire dans le monde scientifique. Progressons maintenant sur la carte en direction du septentrion, poursuit Monsieur Sympa. Selon la mythologie celtique bretonne, il existait autrefois une ville magnifique appelée Oise, également connue sous le nom de Caerhys, et qui surplombait la fameuse baie de Douarnenez en Bretagne. Elle aurait été la cité la plus prospère de tout l'Atlantique. Elle était surtout célèbre pour ses jardins somptueux et ses majestueux édifices. Et tous ses sujets y vivaient heureux et jouissaient du plus grand confort. Dahut, qui était la fille du roi Gradelon dans les légendes et la littérature bretonne, nourrissait un amour profond pour l'océan. Elle avait supplié son père de construire une ville au bord de la mer, et c'est ainsi que la ville d'Ys avait été fondée. Elle était bien loin de se douter qu'elle se rendrait responsable de la destruction du cadeau tant chéri que lui avait fait son père. Car voyez-vous, comme la ville était entourée par les flots, il fallait bien qu'elle soit protégée par une digue, flanquée de nombreuses écluses, et ses portes ne pouvaient être ouvertes qu'à marée basse. Et le seul à posséder les clés de ces portes n'était autre que le roi lui-même. Un jour, un beau chevalier vêtu de rouge parvint à la ville, mais ne put en franchir les portes. La princesse Dahut était tant éprise de lui qu'elle voulut le laisser entrer. Elle n'ignorait pas que son père était le gardien de l'unique clé de la ville. Alors elle se faufila dans sa chambre pour la lui dérober. Puis elle la confia à son beau chevalier, afin qu'ils puissent pénétrer dans la cité et que tous deux puissent enfin naître ensemble. Cependant, le chevalier rouge s'avéra être le diable en personne, et il laissa intentionnellement la porte ouverte face à la mer déchaînée. Les vagues eurent tôt fait d'engloutir tout Caerhys. Le roi Gradelon parvint à s'échapper sur son cheval magique, mais pas sa fille. Elle fut transformée en une sirène maléfique, condamnée à attirer les marins vers leur perte. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Quimper, en Bretagne, vous pouvez y trouver la statue du roi Gradelon chevauchant son destrier. Bien que la ville d'Ys ne soit qu'une légende, certains habitants de la côte bretonne racontent que les jours où les eaux sont calmes, vous pouvez encore entendre le carillon des cloches de la ville profondément sous la mer, si vous tendez l'oreille. Monsieur Sympa pointe ensuite l'océan Indien sur la carte et dit « Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du continent perdu de Lémurie ?» Au milieu du 19e siècle, quelques savants ont suggéré qu'il existait autrefois un continent dans l'océan Indien, quelque part près du sud de l'actuel Sri Lanka. Le premier à populariser cette théorie aura été l'avocat britannique et zoologiste Philip Lutley Sclater. Dans son article « Les mammifères de Madagascar », il a prétendu avoir retrouvé des fossiles de lémurs en Inde plutôt qu'en Afrique. Cependant, cette découverte était proprement bouleversante pour lui, eu égard au fait que la terre d'origine des lémurs, Madagascar, se trouvait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il a donc avancé que tout cela n'était possible que si un continent plus grand avait un jour connecté les deux. Il a suggéré que ce continent avait dû finalement sombrer au fond de l'océan. Il l'a ensuite baptisé la Lémurie, et ainsi est née cette théorie. Les chercheurs qui ont succédé à Sclater ont poussé sa théorie un peu plus loin, en avançant que la Lémurie aurait aussi été le foyer d'une race éteinte d'humains, appelés les Lémuriens, lesquels avaient 4 bras et d'énormes corps, et étaient également les ancêtres des humains modernes, ainsi que des petits lémurs contemporains. Bien entendu, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont été faites sur la tectonique des plaques, l'évolution des espèces et l'étude de l'ADN, les théories concernant le continent fictif de Lémurie ont été réfutées.
La dernière terre de légende sur notre carte est Agartha, annonce Monsieur Sympa. Prenant ses racines dans le mysticisme oriental, une légende raconte qu'il existerait un royaume répondant au nom d'Agartha et qui se trouverait profondément enfoui sous la surface de la Terre. C'est là que les 4 coins du monde seraient reliés par des chemins et des tunnels. On murmure qu'il existerait une entrée secrète vers Agartha, cachée dans le désert de Gobi, et qu'elle aurait été construite par les Agarthiens eux-mêmes en utilisant une technologie si avancée qu'elle ne pourrait pas être détectée par nous autres, les gens de la surface. Selon certaines croyances, Agartha existerait pour contrebalancer l'énergie du monde du dessus. Alors que nous vivons dans un état de précipitation et d'émotions exacerbées, ce monde sous nos pieds en serait l'exact opposé. D'aucuns affirment même que ceux qui ont échappé à la destruction de l'Atlantide se seraient réfugiés ici pour continuer leur vie au cœur de la Terre. Et pourtant, d'autres pensent qu'il s'agirait en réalité d'une contrée grouillante de toutes sortes de monstres. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque la science moderne a prouvé que le noyau terrestre était tout sauf creux, mais plutôt une boule de fer solide surchauffée. Vous pouvez donc d'ores et déjà annuler vos projets de voyage vers le centre de la Terre. Merci, Monsieur Sympa. Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965, jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages, soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons,
elle pointerait plutôt vers le sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques nord et sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Drias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream. Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai? Le document décrit également la grande pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Baalbek, au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trilithes de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi.
Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu, et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible. Nous sommes tous fascinés par les licornes, ces créatures mythiques renommées pour leur beauté enchanteresse. Vous visualisez probablement un cheval blanc arborant une corne torsadée sur le front, et il n'est pas rare d'imaginer un arc-en-ciel flottant dans les environs. Toutefois, d'où provient cette représentation? Et surtout, a-t-elle une part de vérité? Eh bien, oui et non. Partons de l'origine, le nom. Issu du latin unicornis, il signifie littéralement « une seule corne ». De nos jours, un seul animal terrestre correspond à cette description, le rhinocéros. Le nom grec de la licorne, monocéros, se traduit également par « une seule corne », ce qui confirme la logique. Pourtant, n'associe-t-on pas généralement la licorne à un cheval? Il semble donc nécessaire de faire appel à la science pour élucider ce mystère. Des chercheurs ont exhumé le crâne d'une créature qui pourrait bien être une authentique licorne, ayant foulé notre planète il y a environ 30 000 ans, l'Elasmotherium sibiricum. Cet animal ressemblait à un rhinocéros massif et velu, bien loin de l'image gracieuse de la licorne que nous connaissons aujourd'hui. Il pesait environ 2 fois le poids d'une girafe et se nourrissait principalement d'herbes. Beaucoup d'herbes. Cependant, le crâne découvert en Asie centrale a révélé un autre fait surprenant. L'âge de cet animal. Les recherches antérieures avaient suggéré que l'espèce s'était éteinte il y a 350 000 ans, excluant ainsi toute coexistence avec nos ancêtres. Pourtant, la datation du crâne indique une époque bien plus récente, il y a environ 29 000 ans, une période où les humains étaient déjà présents sur Terre. C'est ainsi que la légende a pris forme. Imaginez-vous en humain préhistorique, venant d'apercevoir une licorne. Que feriez-vous? Il n'y a pas de smartphone pour immortaliser cette rencontre. La solution serait sans doute de la représenter sur les parois d'une grotte, et certaines de ses œuvres nous sont parvenues. À Lascaux, en Dordogne, une peinture montre un animal qui semble n'avoir qu'une seule corne, dans la célèbre salle des taureaux. Tandis que tous les autres animaux exhibent 2 cornes ondulées, cette créature énigmatique et tachetée arbore 2 lignes sur la tête. Ces lignes doubles pourraient-elles figurer une corne unique? Est-ce la fameuse licorne? Peut-être. Cette fresque est surnommée le panneau de la licorne. Mais les représentations de licornes ne se limitent pas aux peintures rupestres. Dans la vallée de l'Indus, des archéologues ont mis au jour divers sceaux ornés d'un animal mythique portant une seule corne. Les auteurs grecs de l'Antiquité croyant que les licornes vivaient en Inde, une région qui, à leurs yeux, demeurait exotique. Bien que les Grecs anciens n'aient jamais observé de licorne, ils en ont fait une description étonnamment précise et sont même allés jusqu'à noter que sa chair avait un goût amer. Mais s'agissait-il d'un cheval ou d'un rhinocéros? Ni l'un ni l'autre. À leurs yeux, la licorne ressemblait davantage à un âne. Allez comprendre. Dans la mythologie chinoise, on trouve une créature semblable, appelée Qilin. Son nom, qui se traduit par « mâle-femelle » en français, décrit un animal dont les caractéristiques évoquent celles d'une licorne. Une corne unique sur le front, une queue de bœuf et un corps de cerf. Comme l'ancien rhinocéros d'Asie centrale, il se nourrit d'herbes. Lorsque la première girafe vivante fut présentée à l'empereur Ming en 1414, on la compara à une licorne. Toutefois, le souverain conclut que l'animal ne pouvait être cette créature mythique. La légende persista néanmoins dans cette partie du monde. D'ailleurs, le terme japonais moderne pour girafe, kirin, dérive du chinois désignant cette créature mythologique. Les Perses évoquaient également l'existence des licornes, comme en témoigne une représentation de la créature dans leur ancienne capitale de Persépolis. Cependant, celle-ci arbore 2 grandes ailes, une particularité intrigante. Les Perses, eux non plus, n'avaient jamais vu de licorne de leurs propres yeux. Ils l'imaginaient comme une créature provenant d'un monde surnaturel.
Et c'est cet écart avec la réalité qui alimente encore notre fascination pour les licornes aujourd'hui. On retrouve des références à ces créatures dans les écrits d'Aristote et même de Jules César, qui rapportait que des animaux semblables à des licornes se cachaient dans les forêts de Germanie. L'image que nous avons de la licorne aujourd'hui n'a émergé qu'à partir du Moyen Âge, peu avant la Renaissance. À l'époque, les gens débordèrent d'imagination et les licornes figuraient souvent dans les enluminures. D'après les anciens scribes, cet animal était redoutable, et son principal adversaire n'était autre que l'éléphant. Les gens du Moyen Âge vouaient un profond respect à cette créature qu'ils n'avaient pourtant jamais vue. Considérée comme agile et farouche, elle devait être traquée. Mais comment attirer une licorne? Avec le charme d'une belle jeune fille, pardi. Cela peut paraître cocasse de nos jours, mais il ne faut pas oublier que le Moyen Âge était une période singulière. À l'époque, les médecins soignaient leurs patients à l'aide de sangsues. C'était un contexte parfait pour voir naître le mythe de la licorne. L'histoire prend une tournure encore plus rocambolesque. Une jeune demoiselle s'aventurait dans la forêt, et lorsqu'une licorne la remarquait, elle venait se blottir contre ses genoux. Une fois l'animal endormi, des chasseurs surgissaient pour le capturer et le présenter au roi. Mais pourquoi la licorne suscitait-elle tant d'admiration en Europe? C'était avant tout en raison de sa corne, à laquelle on attribuait des vertus magiques. Elle aurait été capable de détecter le poison dans les aliments, et une fois réduite en poudre, elle aurait même eu le pouvoir de blanchir les dents. Ce n'était là qu'une partie des qualités merveilleuses qui entouraient la corne de licorne. Ce folklore était si présent que, lorsqu'il n'était pas possible d'obtenir de véritables licornes, les gens se rabattaient sur une solution de secours, les cornes de narval. Ces cétacés possèdent une longue dent en forme de défense qui sort de leur bouche. En Angleterre, la licorne symbolisait quelque chose de parfaitement insaisissable. Au XVIe et XVIIe siècle, elle en vint à incarner l'imagination, et c'est à cette époque que l'arc-en-ciel fut associé à cette créature fantastique. Les Victoriens furent les premiers à établir ce lien. La licorne fit sa première apparition dans la littérature fantastique avec le roman de 1871, De l'autre côté du miroir, destiné à de jeunes lecteurs. Cet ouvrage, qui faisait suite à l'œuvre plus connue de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, fit de la licorne un symbole d'espoir et de pureté. Il n'existait toutefois aucun témoignage d'observation de licorne qui ait été vérifié scientifiquement. En 1663, un savant allemand, Otto von Guericke, affirma avoir découvert un squelette de licorne. L'histoire semblait trop belle pour être vraie, et c'était effectivement le cas. Ce squelette avait été assemblé à partir d'ossements de divers animaux, dans le but de faire croire à l'existence de la créature. Ce faux est aujourd'hui exposé au musée d'histoire naturelle de Magdebourg, en Allemagne. Pourtant, cela n'a pas découragé les gens, qui continuaient à rechercher des licornes où qu'ils aillent. Au XXe siècle, un explorateur britannique fit la découverte d'une nouvelle espèce en Afrique, caractérisée par une petite bosse sur le coin de la tête. Le public la surnomma la licorne africaine. Cependant, il s'agissait en réalité d'un okapi, un animal plus proche du girafon, bien que sa partie arrière ressemble à celle d'un zèbre, et que sa tête évoque celle d'un cerf. Malgré son apparence singulière, l'okapi n'avait rien de commun avec l'insaisissable licorne. En 1991, un nouveau rapport d'observation défraya la chronique, lorsqu'un biologiste autrichien déclara avoir aperçu une licorne dans une forêt allemande, perpétuant ainsi le mythe selon lequel ces créatures vivraient dans des bois enchantés. Toutefois, l'absence totale de preuves tangibles posait problème. Certains historiens vont même jusqu'à affirmer que les licornes n'ont jamais existé et seraient le fruit d'une interprétation erronée des peintures rupestres, qui pourraient en réalité représenter des animaux à deux cornes vus de profil. Après tout, il n'est pas aisé de donner de la profondeur à une image en 2 dimensions. Mais en 2013, le mot licorne fit son retour, non pas pour désigner l'animal, mais pour illustrer un concept économique. Aileen Lee, une investisseuse américaine en capital risque, employa ce terme pour qualifier les startups dont la valorisation dépassait le $1 milliard, jugeant ces entreprises aussi rares que l'animal légendaire. Il n'en existe qu'1 millier dans le monde, parmi lesquels on retrouve la célèbre compagnie SpaceX. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile, surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs.
Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes,
dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabé, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoennes vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games. L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle était l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement
faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du soleil. Et puis, bam! La vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirrhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan, et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas ? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisi. Ils se sont engouffrés dans ces niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirrhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu ? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'Ancien Monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène.
Ceux-ci avaient une particularité. Ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes. Des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces deux branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de ses compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre l'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant. L'un des endroits les plus inexplorés et les plus mystérieux de la Terre se trouve à la vue de tous. C'est l'un des monuments les plus majestueux de l'humanité. La merveille du monde antique cache un secret que les scientifiques et les archéologues ne peuvent toujours pas résoudre.
Il s'agit du grand sphinx de Gizeh en Égypte. L'énorme sculpture d'un lion à tête humaine a été taillée dans la roche il y a environ 4500 ans. Les scientifiques ne connaissent toujours pas la date exacte de sa création et ignorent également qui l'a construit et dans quel but. Il existe de nombreuses hypothèses et théories, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée. La plupart des gens ont vu cette majestueuse sculpture, que ce soit en photo ou en réalité, mais presque personne ne sait ce qui se cache en dessous. La statue du Sphinx a été sculptée dans un seul morceau de calcaire. Elle a été peinte, les restes de pigments de couleur à la surface le prouvent. Dans un passé lointain, le Sphinx était beaucoup plus lumineux et coloré que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais même après des milliers d'années, sa grandeur n'a pas diminué. Et d'ailleurs, Sphinx n'est pas son vrai nom. Il a été inventé par les Grecs une centaine d'années ou plus après sa création. À l'origine, les Égyptiens appelaient la statue Horé Maquette. De nombreuses légendes et théories affirment que le Sphinx est là pour une raison précise. Il est comme un chien de garde qui surveille la tombe du pharaon et les secrets de l'Égypte ancienne. Ces légendes sont devenues plus plausibles lorsque les archéologues ont découvert des entrées cachées au pied du Sphinx. Ils pensent que ces passages secrets sont le début des tunnels menant aux salles contenant des trésors. Il existe de nombreuses histoires sur Internet selon lesquelles le Sphinx cacherait le Hall des records, un dépôt rempli de connaissances anciennes et secrètes. L'un des principaux artefacts de ce dépôt est censé être les archives de l'ancien état mythique de l'Atlantide. Selon les légendes, la bibliothèque entière de cette cité a été déplacée sous le Sphinx. L'entrée de cette bibli doit être située à côté de la patte droite du Sphinx. De nombreux archéologues ont tenté de trouver cette entrée, mais sont repartis bredouille. Il existe également de nombreuses images avec des diagrammes détaillés de la ville souterraine, constituée d'un réseau de tunnels et de chambres sous le Sphinx. Quelqu'un dit que des structures aussi hautes que des immeubles de 12 étages se cachent sous terre. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Les archéologues, même après des millénaires, continuent d'explorer la mystérieuse sculpture. En même temps, de nombreux Égyptiens ne veulent pas en savoir plus sur le Sphinx. Ils sont terrifiés à l'idée de réveiller quelque chose de surnaturel. En 1998, des scientifiques ont découvert des tunnels menant à des grottes vides sous le Sphinx. Ils y ont trouvé des preuves de fouilles antérieures. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait réussi à trouver les trésors et à les emporter. Certaines personnes pensent que les Égyptiens ont trouvé une sorte d'artefact sous le Sphinx qui a le pouvoir de technologies avancées inconnues. L'artefact est si puissant qu'il peut changer le cours de l'histoire. Bien sûr, la plupart des théories ne sont que des contes de fées de fans de conspiration. Mais c'est un fait confirmé que le Sphinx cache un système de grottes et de pièces. Il y a tellement de rumeurs autour du Sphinx qu'il est impossible de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. En tout cas, il est difficile et dangereux d'étudier la sculpture, car des fouilles actives peuvent la détruire. Ensuite, l'entrée des salles souterraines peut être bloquée par des rochers et perdue à jamais. Aussi, une exploration plus poussée nécessite beaucoup d'argent, et les financements ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais la raison principale, c'est trop risqué. Il n'y a aucune garantie que les gens pourront sortir des labyrinthes souterrains. C'est pour ces raisons que les scientifiques et les archéologues explorent depuis si longtemps cette structure majestueuse. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, est un autre monument architectural célèbre qui recèle un secret. Tout le monde admire les images des visages des présidents américains gravés dans la roche, mais peu de gens savent qu'une pièce secrète se cache derrière la tête d'Abraham Lincoln. L'architecte du mont Rushmore voulait graver sur la roche des dalles retraçant les principales étapes de l'histoire du pays. Mais son projet était trop compliqué à réaliser. On lui a alors proposé de le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus petite, construire une pièce secrète à l'intérieur de la montagne. L'idée était de sauvegarder ses connaissances afin que les générations futures se souviennent toujours de l'histoire de leur pays. Malheureusement, l'architecte n'a pas eu le temps de terminer son travail. La construction a été interrompue pendant plusieurs décennies, mais à la fin des années 90, le projet a été repris. Des plaques de porcelaine émaillée illustrant l'histoire des États-Unis ont été placées dans la pièce.
Il est possible que ces plaques soient stockées là pour toujours. Mais les gens ne peuvent pas les voir, du moins pas pour l'instant. La pièce est inaccessible aux touristes car il est trop difficile d'y pénétrer. Une autre pièce secrète se trouve dans l'Empire State Building. Il ne s'agit même pas d'une pièce, mais d'un endroit où l'on peut prendre de superbes photos. Presque tous les touristes se rassemblent sur le pont d'observation du 86e étage pour profiter d'une vue imprenable sur Manhattan. Mais il y a un autre pont avec des fenêtres panoramiques au 102e étage. Il y a beaucoup moins de monde là-bas car presque personne ne connaît cet endroit. Heureusement, l'accès à ce pont est ouvert à tous. Tu n'auras probablement pas à faire la queue pendant longtemps pour prendre une photo. Tu te sentiras spécial parce que tu te trouves dans un endroit super secret où il n'y a presque personne. Mais l'endroit le plus cool est encore plus haut, au 103e étage. Il s'agit d'une grande terrasse d'observation où les célébrités se font photographier. Ce n'est pas un lieu public, mais si tu connais les bonnes personnes, tu peux y accéder. Il n'y a presque aucune mesure de sécurité sur le site, seulement un rebord assez bas entre toi et un abîme. C'est pourquoi il est interdit aux foules de venir ici. Il n'est pas si facile d'y accéder et tu as peu de chances de réussir sans guide. D'abord, tu dois choisir le bon ascenseur qui t'y conduira. Ensuite, tu traverseras plusieurs salles d'ingénierie remplies de tuyaux, de panneaux électriques et d'autres éléments techniques. La dernière partie de ton chemin est une série d'escaliers à l'intérieur d'un minuscule couloir. Et voilà, tu es au sommet de New York. Maintenant, nous sommes à Paris. Tu vois la Tour Eiffel? À l'intérieur, il y a des restaurants et des ponts d'observation. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver un appartement secret. Maintenant, c'est un musée, mais il a été construit pour que des gens puissent y vivre. L'architecte de la tour, Gustave Eiffel, a créé cet appartement en 1889 pour lui-même. Il se trouve presque tout en haut de la Tour Eiffel. Imagine la vue canon qu'il voyait chaque jour. Il était le premier et le seul locataire. Personne d'autre ne pouvait avoir accès à cet endroit. Lorsque l'architecte est décédé, l'appartement est resté vide pendant un long moment. Ce n'est que récemment qu'il a été restauré et transformé en musée. À l'intérieur, l'époque du siècle dernier est recréée. Ils ont même placé des figures de cire de Gustave Eiffel, de sa fille et de l'inventeur américain Thomas Edison dans la pièce. Cet endroit est rempli d'un flot incessant de passagers, d'employés de bureaux en retard, de visiteurs d'autres villes. Bruit, sifflet de train. À la gare Grand Central de New York, parmi tous ces bruits, tu peux entendre le son d'une balle frappant une raquette, si tu es au bon endroit. Un véritable court de tennis est planqué dans la gare centrale de New York. Il appartient à un club de tennis qui organise des matchs d'entreprise pour les employés de nombreuses sociétés. Le club a été ouvert dans les années 60. Maintenant, nous allons à Londres, à Charing Cross Road. Ce n'est pas facile de trouver un endroit secret ici. Pour y parvenir, tu dois regarder tes pieds bien attentivement. Tu vois ces grilles d'égout dans l'asphalte? À l'intérieur d'elles, tu peux remarquer deux panneaux avec le nom de Little Compton Street. Oui, il y a une autre rue juste en dessous de toi. Elle a disparu de toutes les cartes à la fin du 19e siècle. Charing Cross Road a été construite par-dessus. Les panneaux d'identification que tu vois font partie d'anciens tunnels d'ingénierie. Il y a un autre endroit intéressant à Londres. Il est situé dans le coin sud-est de Trafalgar Square. À première vue, il ressemble à un gros lampadaire, mais il y a trop de touristes qui se promènent. On s'approche et on se rend compte qu'une personne peut facilement tenir à l'intérieur du lampadaire. Le lampadaire n'appartient pas à un électricien, mais à un officier de police. Oui, c'est le plus petit poste de police du monde. Il a été construit dans les années 1930 et est utilisé comme poste de surveillance. Les officiers devaient s'y asseoir un par un et surveiller Trafalgar Square, qui attirait toujours de nombreux pickpockets et toutes sortes d'autres criminels. Il y a 66 millions d'années, peut-être au mois de septembre, un énorme astéroïde a percuté la Terre, semant le chaos et la dévastation. Les conséquences tragiques de cette collision terrifiante ont entraîné l'extinction des dinosaures. Oui, je veux parler de l'astéroïde de Chicxulub qui a laissé un énorme cratère au Mexique et a changé la vie sur Terre pour toujours.
Aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas la seule roche cosmique à avoir frappé notre planète à cette époque. Les scientifiques viennent de confirmer l'existence d'un autre astéroïde. Ce deuxième astéroïde n'était pas aussi gros que Chicxulub, mais il a tout de même eu un sacré impact. Il s'est écrasé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, s'enfonçant dans l'océan et laissant derrière lui un cratère, le cratère Nadir. Et croyez-moi, ses effets sont loin d'avoir été insignifiants. L'impact a été si puissant qu'il a déclenché un véritable tsunami. Ces vagues se sont dressées à plus de 790 mètres de hauteur, soit presque la taille de Burj Khalifa, la plus haute structure jamais construite par l'homme. Mais comment en sommes-nous arrivés à la conclusion qu'il y avait eu un deuxième impact? Wisden Nicholson, de l'université Heriot-Watt, a repéré le cratère Nadir en 2022. Le docteur Nicholson examinait des images à haute résolution du plancher océanique lorsqu'il a remarqué une énorme dépression de 9 km de large, sous près de 305 mètres d'eau. Il a pensé qu'il pouvait s'agir d'un cratère d'impact d'astéroïdes, mais à l'époque, les preuves dont il disposait n'étaient pas suffisamment solides. Aujourd'hui, les scientifiques ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un cratère. Un deuxième astéroïde a bel et bien frappé la Terre à l'époque de l'extinction des dinosaures. Voyons maintenant comment ils ont compris cela. Tout d'abord, il y a eu ces images sismiques 3D de très haute résolution. Elles ont permis aux chercheurs de séparer les couches du plancher océanique et d'obtenir une vue parfaitement nette du cratère. C'est un peu comme quand on passe d'une échographie floue à des scans en 3D où tous les détails sont visibles. Leurs conclusions ont confirmé que le cratère avait été créé par un astéroïde d'une largeur comprise entre 457 et 500 mètres. L'impact a été si intense qu'il a produit un pic central, formé des crêtes autour du cratère et même endommagé une zone périphérique de plusieurs milliers de kilomètres. À l'aide de ces images très détaillées, les scientifiques ont réussi à reconstituer ce qui s'est passé juste après que l'astéroïde a heurté la surface de notre planète. Il a d'abord percuté l'océan, créant un premier cratère en forme de cuvette. Au fur et à mesure que l'onde de choc s'est propagée, les fonds marins ont été si violemment secoués qu'il y a eu plusieurs glissements de terrain. Les sédiments meubles entourant le cratère se sont effondrés vers l'intérieur, créant un rebord bien visible. Comme vous le savez déjà, l'impact a également déclenché un tsunami dont la puissance a été telle que les vagues ne se sont pas contentées de s'étendre vers l'extérieur, mais se sont retournées vers le cratère, laissant d'énormes cicatrices sur le fond océanique. Et il ne s'agissait pas d'une seule grande vague. Non, il y en a eu toute une série, une succession de tsunamis détruisant tout sur leur passage. Ce deuxième impact d'astéroïde est un événement majeur pour les scientifiques. C'est une occasion rare pour eux d'étudier un cratère d'impact marin dans ses moindres détails. Il n'existe qu'une vingtaine de cratères marins confirmés dans le monde, et aucun d'entre eux n'a été observé avec une telle précision. En outre, ces données permettent aux scientifiques de tester de nouvelles idées sur la formation des cratères en milieu aquatique. Contrairement aux cratères terrestres, les cratères marins sont cachés sous des couches de sédiments, ce qui les rend difficiles à étudier. Mais grâce à cette nouvelle imagerie en 3D, nous pouvons observer le cratère sur toutes ses couches. C'est comme si l'on coupait un gâteau pour voir de quoi il est fait. Le docteur Nicholson et son équipe rêvent maintenant de réaliser des forages dans le cratère afin de prélever des échantillons dans les profondeurs du plancher océanique. Cela leur permettrait de mesurer la pression de choc lors de l'impact et de comprendre ce qui s'est passé dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi la collision. Bien entendu, l'astéroïde de Chicxulub reste la vedette de l'extinction des dinosaures. Ce voyageur de l'espace était gigantesque. Il mesurait entre 10 et 14 km de large. Il a heurté la Terre sous un angle dévastateur, projetant des roches et des gaz vaporisés dans l'atmosphère. Il a provoqué un hiver d'impact qui a duré 15 ans, car tous ces éléments ont bloqué le Soleil et plongé la Terre dans l'obscurité. Le plus intriguant, c'est que certains experts pensent que l'astéroïde Nadir pourrait en fait être un fragment de Chicxulub qui se serait détaché avant que ce dernier ne percute la Terre. Ce n'est encore qu'une théorie, mais si c'est vrai, cela pourrait signifier que notre planète a été victime d'un impact double en provenance de l'espace. Remontons maintenant dans le temps, jusqu'en 1908 et en Sibérie. Regardez autour de vous, vous ne voyez rien d'autre que des arbres et des rivières. Et soudain, un énorme objet, d'un diamètre de 45 à 90 mètres, traverse l'atmosphère terrestre. Est-ce une comète? Un astéroïde? Les scientifiques n'en sont pas sûrs. Ce dont ils sont sûrs, c'est que cet intrus a explosé dans le ciel de la Tunguska,
provoquant l'une des plus puissantes explosions de l'histoire. Il a complètement rasé la forêt en contrebas, abattant 80 millions d'arbres sur une superficie d'environ 2150 km². C'est une superficie supérieure à celle de villes comme Los Angeles ou New York. Les arbres ont été littéralement aplatis et leurs troncs dépouillés de leurs branches. Autour de l'épicentre, ils formaient un étrange motif radial. Et si cette explosion s'était produite au-dessus d'une ville? Tous les bâtiments auraient été détruits et d'innombrables vies auraient été perdues. Heureusement, cette catastrophe s'est produite dans une région très reculée de la Sibérie. Mais le plus effrayant, lorsque les scientifiques sont finalement arrivés dans la région des années plus tard, ils n'ont trouvé aucun cratère d'impact. Il n'est donc pas étonnant que le mystère reste entier. L'explication la plus logique est que lorsque l'objet a explosé dans le ciel, probablement à une distance de 5 à 10 km au-dessus des terres, il s'est désintégré avant de toucher le sol, ce qui n'a pas empêché l'explosion de raser une forêt entière. En 2013, un autre événement époustouflant s'est produit, cette fois au-dessus d'une zone beaucoup plus peuplée, la ville de Tcheliabinsk. C'est par une matinée ordinaire de février qu'un astéroïde d'environ 18 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre, illuminant le ciel. Il se déplaçait à une vitesse avoisinant les 70 000 km/h. Il a explosé en plein vol, à environ 29 km au-dessus de la ville. Le spectacle était terrifiant, mais heureusement, l'astéroïde s'est désintégré suffisamment haut dans l'atmosphère et n'a pas touché le sol. S'il l'avait fait, la ville aurait eu de très gros problèmes. En effet, même s'il n'y a pas eu d'impact direct, l'explosion a tout de même créé une onde de choc qui a traversé l'atmosphère et frappé le sol avec suffisamment de force pour briser toutes les vitres. L'explosion a endommagé environ 7200 bâtiments, mais par chance, il n'y a pas eu de victimes directes. Il n'en reste pas moins que cette explosion a été un véritable signal d'alarme. Il ne s'agissait pas d'un événement cosmique lointain comme celui de la Tunguska. Cet astéroïde a explosé au-dessus d'une zone moderne et peuplée, et les dégâts sont bien réels. La bonne nouvelle, les scientifiques parviennent de mieux en mieux à repérer ces objets avant qu'ils ne s'approchent ni trop près. Les agences spatiales du monde entier, comme la NASA, suivent à la trace les objets géocroiseurs afin de déterminer ceux qui pourraient présenter un risque. Mais comme ces deux événements le montrent, il arrive que des roches spatiales nous surprennent. Et si les chances d'un impact majeur sont faibles, les enjeux demeurent très importants. À l'heure actuelle, la NASA surveille un astéroïde. Il s'agit de Bennu, qui fait à peu près la même taille que l'impacteur Nadir. Bennu est considéré comme l'un des objets les plus dangereux en orbite proche de la Terre. Selon la NASA, il existe un faible risque qu'il percute la Terre entre les années 2178 et 2290, avec un danger maximal le 24 septembre 2082. Mais ne paniquez pas tout de suite. La probabilité d'un impact n'est que de 1 sur 2700. Cela nous rappelle tout de même que la Terre n'est pas à l'abri d'une catastrophe cosmique.